désolé pour ces petites hésitations techniques auxquelles feront suite des hésitations herméneutiques. Donc voilà, c'est pas mal comme ça aussi. Donc, pour les titres, François Rastier a donné un titre. Il y a eu plusieurs titres, mais enfin, je vais bien parler de parcours et détours interprétatifs, genèse d'une interprétation d'un haïku de Bachot, et dans le cadre donc plus général de, comme François Rastier l'a dit, la théorie de la perception sémantique, la perspective d'une herméneutique matérielle et à propos des arts du langage. En fait, pour ce qui est de la théorie de la perception sémantique, c'est donc la conception selon laquelle la description du sens textuel gagne à se faire sur le modèle d'une perception de fond et de forme sémantique plutôt que sur le modèle compositionnel et calculatoire de logico-symbolique. La question de l'herméneutique matérielle, et non pas de l'herméneutique philosophique, c'est l'intégration dans une sémantique des textes de la dimension de la problématique interprétative à laquelle on accorde un statut régulateur, régissant de la construction du sens, et qui nous demande donc, avant d'écrire un texte, de le contextualiser autant que possible, maximalement, pour arriver à décrire conformément, on va dire, à son esthétique, les différents régimes de sens selon lesquels il a été produit. Se posent notamment des questions pour une herméneutique matérielle de poétique. Par exemple, quelles sont les esthésies ou les impressions référentielles qui sont caractéristiques d'un genre de texte? Est-ce que des figures de rhétorique se retrouvent dans tous les genres et les discours d'appartenance de texte? Des questions comme celle-ci. Et c'est ces questions-là que je voudrais aborder à propos, effectivement, d'un texte en particulier sur lequel je travaille depuis quelques années. Certains d'entre vous ici ont déjà entendu leur en parler. Donc, il y a un poème de la poésie classique japonaise du XVIIe siècle, donc du poète que je ne présenterai pas, Matsuo Bashō. Donc, ce que je vais vous proposer, en fait, dans cette présentation, c'est une série de parcours interprétatifs partant d'un parcours interprétatif, disons, élémentaire, pour lequel donc la description sémantique proposée du texte paraîtra assez simple et immédiate. Et puis, en essayant de contextualiser ce texte progressivement, de voir de quelle façon ce premier parcours interprétatif se voit affecté par la contextualisation progressive du texte. Affectée, voire remise en question. Donc, d'abord, je vais aller bien vite, mais quelques points formels par rapport au genre du haïku. Alors, en quelques mots, très vite, hein, le terme même de haïku a été créé assez récent. Il a été créé à la fin du 19e siècle par le grand réformateur du genre, Shiki, qui a fait un mot valise à partir de haikai et ku. Haikai qui était un genre poétique, mais qui n'était pas forcément ce fameux poème en 3 vers de 5 syllabes qu'est le haïku, et ku qui signifie verset. Et donc, le haïku moderne, disons à partir de la fin du 19e siècle, popularisé, promu par Shiki, comme pièce unique et séparée de tout autre contexte, est en fait assez récent. Il a un siècle, et il a d'ailleurs contribué au succès extraordinaire du genre. Mais à l'époque de Bashō, donc 2 siècles plus tôt, la pratique poétique, non pas du haïku, puisque le terme n'existait pas, était celle du hokku. Le hokku, qui était ce verset initial de poèmes plus longs qu'on appelait les rengas, et qui étaient des poèmes très souvent collectifs, où un premier poète faisait donc un hokku de 3 vers de 5 syllabes, un second poète faisait un verset de 2 vers de 7 syllabes,
C'était la structure initiale du ringa, cette structure de 5 vers. Et puis, cela pouvait s'enchaîner jusqu'à des centaines de cellules rythmiques de cette façon-là. L'école de Basho, le shomon, s'est illustré en particulier dans un genre qui est le kazon, qui est un genre de 36 versets enchaînés. Autrement dit, le haïku chez Basho est la plupart du temps contextualisé, soit donc, dans cette forme de poèmes liés, soit dans ces journaux de voyage qui sont très souvent contrepointés. Les parties en prose sont contrepointées de petits hoku, mais donc qu'ils viennent voilà, ponctuer. Ou bien dans un genre qui s'appelle le haibun, qui est le tercet est une pointe qui vient conclure un poème descriptif en prose, ou encore le haïga, qui est une peinture accompagnée d'un verset. Donc, simplement, rappelons-nous que cette forme-là était la plupart du temps contextualisée, même si on n'a pas accès dans les documents et dans les sources auxquelles on a accès, toujours au contexte dans lesquels les versets étaient composés. Sur ces versets, vous avez donc à l'écran, peut-être que vous avez eu le temps de le lire, j'ai présenté, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais ça, on va en parler dans l'analyse. Donc, le mot de saison, donc tout haïku contient un kigo, c'est-à-dire un terme qui va l'indexer sur une des 5 saisons. Le nouvel an était aussi une saison. Il y avait des centaines, voire des milliers de kigo que les poètes connaissaient par cœur. Ils pouvaient avoir éventuellement recours à des saijiki, c'est-à-dire des almanachs qui les aidaient, mais les grands poètes connaissaient des centaines de kigo. Et ces kigo jouent comme index thématique qui renvoie vers des thématiques sémantiques qui permettent notamment au haïku de nourrir la significativité du haïku en dépit de sa brièveté, puisque le kigo ouvre en quelque sorte un monde et des topoi, des motifs qui sont associés, des phénomènes météorologiques, des événements religieux, etc. La plupart des haïkus de Basho contiennent des kigo, mais pas tous. C'est un poème qui a une structure, donc qui est composé de 3 vers, mais qui a une structure binaire et très souvent paratactique. C'est-à-dire que 2 parties, souvent un vers et puis 2 vers, sont mises en relation sans lien syntaxique forcément marqué. C'est la simple contrainte métrique, l'aboutement des 2 parties qui va appeler à établir une relation entre les deux qui reste, on va le voir, souvent sous-déterminée. Le kireji, c'est un mot césure qui remplace la ponctuation qui était inexistante en japonais classique et qui intervient précisément entre les 2 parties aboutées du haïku. Donc voilà pour quelques caractéristiques formelles au-delà des contraintes, de la contrainte métrique, des 17 syllabes morts plus précisément, parce que le système est un peu différent du système syllabique en japonais. Quelques thématiques ou tonalités qui sont fréquemment associées au haïku de l'école de Basho, des tonalités du type l'attention portée aux choses humbles, l'humour, j'en reparlerai de certaines, notamment la dernière, la coordination de l'immuable et du fugitif. Le haïku, très souvent, articule quelque chose qui est de l'ordre de la fugacité, du caractère fugitif d'un événement qui se produit avec l'immuabilité, notamment l'immuabilité de la répétition du cycle des saisons. Voilà, vraiment pour une présentation express. Et donc, voici le texte, la traduction française, en fait, par laquelle j'ai accédé, moi, à ce texte. C'est la traduction de Gaston Renaudot dans son anthologie de la poésie japonaise classique, Un éclair dans l'obscurité éclate le cri d'un héron. Voilà le texte. Et c'est un texte tardif, il serait daté de 1694, c'est-à-dire l'année de la mort de Basho. Il figure dans un recueil Le Faucon impatient, qui est le dernier recueil
des poèmes de Bachot et des poètes de son école dans une section automne. C'est un poème d'automne, puisque l'éclair est un kigo d'automne, comme on va le voir. Alors, donc je vais commencer par une lecture, je vous l'ai dit, élémentaire, spontanée. Et qu'est-ce que moi j'ai vu dans ce texte quand je l'ai lu pour la première fois? Ce qui m'a frappé dans la traduction française, c'est évidemment les termes éclair, éclate, écrit, dans lesquels on identifie la récurrence d'une même forme sémantique, un complexe scénique qui présente les scènes. C'est un processus qui est aspectuellement ponctuel, intensif, et pour l'éclair et pour le cri, avec une forme de rémanence, puisque l'éclair peut se prolonger après même que la stimulation physique du SCC, ainsi que pour le cri. Bon, on sait que certains résonnent éternellement. Et donc, avec les deux points, vous voyez, après, en fait, on va le voir dans la version originale, les deux points traduisent le kireji ya, qui est souvent traduit par les traducteurs avec deux points ou bien un tiret, et qui partage donc le poème entre d'un côté le premier vers et puis de l'autre les deux secondes. La lecture que moi j'ai faite, c'est une lecture de type connective, où je me suis dit, c'est vraiment très bien, on a l'éclair d'un côté, le cri de l'autre, l'obscurité. L'éclair est à l'obscurité ce que le cri est au silence. On a une forme de quatrième proportionnelle aristotélicienne, et donc je peux établir une connexion métaphorique entre les deux sur la base d'une forme sémantique commune qui est celle donc du processus aspectuel, de l'aspectualité commune à ces deux processus, renforcés par le verbe éclate ici, qui lexicalise la même forme sémantique. En fait, on peut donc le décrire ainsi, et donc on met en connexion, en fait, ce que fait le poème, c'est de mettre en relation la modalité perceptive visuelle de l'éclair et sonore, auditive du cri, sur la base d'une figuralité commune qui est donc représentée ici. Et puis on peut même réécrire l'obscurité silence avec les barres verticales qui signalent que c'est une réécriture, c'est-à-dire portée par le descripteur du texte. On trouve parmi les commentaires de ce texte, donc là on a le commentaire de Ryo Hei, au début du XXe siècle, qui est attentif, on va dire, à la même chose. Il dit qu'effectivement, ce qui est frappant, ce qui est à noter, c'est qu'un phénomène donc visuel est soudainement transformé, et pourtant de façon naturelle, dans la perception donc auditive du cri du héron. On remarque, d'ailleurs, c'est intéressant, que c'est la transformation qui est soudaine, comme s'il y avait une application de la brièveté du processus, non plus aux deux processus de l'éclair et du cri, mais de la transformation de l'un dans l'autre. Donc, à vrai dire, j'étais assez satisfait de cette description, qui avait surtout des fins pédagogiques, puisque je l'ai utilisée pendant des années en cours pour illustrer ce qu'on appelle des connexions métaphoriques. Et puis un doute est venu, notamment en me renseignant un peu sur le genre du haïku, et on lit en fait souvent que la métaphore est une figure inexistante dans le haïku, ou rarissime, que le haïku est un genre qui n'est pas dualiste, mais plutôt moniste, dans lequel tout est présent devant le poète, et que le dédoublement d'un monde comparant et d'un monde comparé, ce dédoublement de l'impression référentielle, est inapproprié dans l'interprétation de ce genre. C'est dans l'Empire des signes, Barthes a popularisé cette thèse. On la trouve chez Nicolas Bouvier aussi, ou chez Maurice Coyot, qui a écrit une belle anthologie Promenade sur le haïku, et qui est un peu plus nuancé que Barthes, et qui dit que les haïkistes répugnent à s'enfermer dans la comparaison, non que la métaphore leur déplaise, au contraire, on ne sait pas trop sur quel pied danser, mais ils refusent d'en faire une fin. Et pour eux, donc, la métaphore demande à être autant que possible déduite du discours, comme seront déduites sa troupe de formulation, où il y a un réseau de ressemblances, etc., etc. Et donc, partant de ce doute
sur l'opportunité d'établir une connexion métaphorique entre l'éclair et le cri. J'ai donc élargi un peu le cercle de la contextualisation et évidemment, la première chose à faire, c'était d'aller voir si d'autres traductions ou la version originale du texte pouvaient nous éclairer. Alors, je vous ai mis donc sur cette diapositive d'abord la version graphique écrite telle qu'on en dispose du texte, donc en kanji et en hiragana, la version en romanji dessous, une glose maison sur la troisième ligne, et 3 traductions du texte françaises, celle de donc Gaston Renando à gauche, dont je suis parti, celle dans une anthologie récente française, et puis celle de René Siffer, qui est le traducteur de notamment tous les traités des poétiques de l'école de Bachot, de tous les journaux de voyage de Bachot, le premier traducteur en langue française. Quelques remarques ici. Donc éclair, on l'a dit, est le mot de saison. Le kireji ya, donc qui a été traduit soit par les 2 points, soit par un trait. Alors, on note, si on regarde la glose, ce sur quoi je vais attirer l'attention, c'est le fait que Renando a traduit yuku par éclate, ce qui est très fort, puisqu'en fait, yuku, c'est simplement le verbe aller. Donc, en fait, ce que dit littéralement le poème, c'est que éclair, et puis en direction, et non pas en direction de, il y a une dimension déictique, en direction de l'obscurité, va le cri, donc la voix du héron, ou le son du héron. On voit que de ce point de vue, la traduction la plus fidèle est celle de Siffer, qui garde d'abord la disposition des éléments, qui ne met pas le éclate, mais simplement un verbe beaucoup plus générique de déplacement, et qui a traduit en fait le kireji par soudain, en établissant une isotopie minimale entre éclair et soudain. Autre chose à noter, le koé de la voix, en fait, c'est-à-dire que c'est un terme aussi koé beaucoup plus générique que cri en français, puisqu'il ne porte pas forcément les valeurs d'intensité que porte l'unité lexicale cri, ce qui affaiblit, sans l'annuler complètement, l'identité de la forme sémantique, processus, intensif, ponctuel, rémanent. L'intensité n'est pas portée par koé, mais en français, on ne dispose que de cris pour les sons produits par les animaux qui n'ont pas de mots propres. Donc, en fait, quand cri est appliqué à une production sonore animale, cette valeur d'intensité n'est pas actualisée. Une autre remarque par rapport à l'écriture graphique, il est intéressant de noter aussi. Alors, il y a eu des études qui ont été faites notamment par Iraga dans les années 90, quand on disposait de différentes versions de poèmes de Bachot. On observe des changements intéressants, notamment entre les hiragana et les kanji. Et Iraga a pu montrer que Bachot était attentif à la manière dont il représentait. Il utilise par exemple les kanji pour créer des espaces textuels au centre duquel il y a des hiragana quand les termes peuvent être écrits avec les uns ou avec les autres. Ici, en fait, c'est assez intéressant de noter que le kanji de yami, qui est donc obscurité, en fait, est composé de deux idéogrammes. L'un, donc, qui est la clé, c'est l'idéogramme de porte, et celui qui est donc au centre, qui est le son. Et en fait, c'est pareil en chinois. Ça signifie que l'idéogramme utilisé pour représenter l'obscurité contient celui du son. Et il est assez quand même probable que Bachot avait vu ça quand il a écrit son poème, puisque évidemment, le texte nous parle d'un son de héron qui va dans l'obscurité. Et le kanji graphiant le premier mot du vers au centre du poème représente iconiquement ce son dans l'obscurité.
Donc ça, c'était quelques remarques pour préciser un petit peu. Donc là, je travaille plus vraiment je commence à travailler sur un espace un peu curieux qui est celui des traductions du texte original. Mais mon souci, c'est est-ce que la lecture métaphorique est possible ou pas. Donc, on peut aller voir aussi un petit peu. Donc, Bachot n'a pas laissé d'art poétique, mais c'est un peu comme Saussure. Ses élèves ont recueilli sa parole. Enfin, j'espère que c'est pas exactement comme Saussure. Et on a deux livres, en fait, les notes de Curail et les 3 livres de Toho, qui sont des échanges, souvent des commentaires de textes que Bachot avait commentés, qui ont été recueillis. Donc, je les ai lus, ils ont été traduits en français par Nicifer. Et on trouve des petites choses intéressantes sur la métaphore. Par exemple, un haut coup de Kyorai, de son arc tendu, laisse passer une corne l'une entre les nues. Et donc, Kyorai, le disciple, se demande est-ce que ce serait un verset de répertoire? Et le maître, Bachot, ce n'est pas un verset de répertoire. Si vous omettiez les nus, la corne, l'arc tendu de la lune, le verset ne s'entendrait plus. Or, en fait, ici, vous n'avez pas une métaphore, mais deux, puisque la lune est successivement comparée à l'arc et à la corne. Et toujours dans le livre de Kyorai, un autre exemple, un haut coup de Sokan, que si à la lune, un mange vous adaptez le bel éventail, et commentaire de Rochaud, réponse de Corail à une question de Rousseau, énoncé direct, comparaison et métaphore sont des procédés naturels de toute poésie et non seulement du haikai. Et d'une façon générale, ce qui exprime en poésie n'est rien qui ne s'y ramène à des trois. On peut donc dire qu'il s'agit d'un simple trait d'esprit, c'est-à-dire d'une simple vision subjective. Or, la subjectivité n'est pas constitutive de la poétique du haïku, qui doit décrire ce qu'il y a devant. Donc, la métaphore est dans les choses. Et bref, si la métaphore est rare peut-être dans le haïku, elle n'est pas inexistante, et elle est même théorisée, thématisée, dénommée dans les traités. Alors, on pourrait essayer de se poser la question à l'inverse, c'est-à-dire s'il n'y a pas de métaphore, qu'est-ce qu'il y a dans ce poème? Comment le lire sans établir une connexion métaphorique? Eh bien, on peut faire une lecture plus plate, plus moniste par opposition au dualisme. Tout simplement, ce qu'il y a, c'est un éclair, puis le cri du héron qui succède à l'éclair. C'est une lecture qui a été faite souvent par les commentateurs. Par exemple, Keyon, l'un des commentateurs du texte, dit voilà, bon, il y a un éclair, puis ensuite, the next moment, le héron bioro est un héron de nuit, s'en va dans l'obscurité. Ou bien Aitken qui a presque une lecture dialogale du éclair et du héron, et qui fait du cri du héron la réponse à l'éclair, donc dans une lecture successive. On a même des traducteurs comme David Bowles, en américain, qui a explicité avec le den cet enchaînement. On peut ajouter qu'on n'a pas forcément à choisir entre les deux, et que simplement les impressions référentielles produites soit par une connexion métaphorique, soit par une lecture de successivité de deux événements n'est pas la même, qu'elle n'est pas cognitivement, on ne peut pas en même temps se représenter ces deux choses, mais que le sens textuel ne se limite pas aux impressions référentielles produites, et que cette ambiguïté doit peut-être être intégrée à la description. Le phénomène n'est pas rare chez Bachot, et les commentateurs ont souvent remarqué des ambiguïtés tout à fait comparables à celles qu'on rencontre sur le texte. Par exemple, à propos d'un autre haïku, la cloche du temple aussi paraît sonner, stridulation des cigales, et Shikei dit ce poème peut être lu de deux façons, soit ça signifie que les cigales stridulaient bruyamment et puis la cloche du temple a sonné, ou bien ça veut dire que le bruit, que la stridulation des cigales ressemble au bruit de la cloche. Et Keyon, qui remarquait, qui disait que le cri du héron succédait à l'éclair, remarque un peu plus loin que quand même ce cri s'harmonise bien avec l'éclair, et que donc, en dépit de leur successivité, il y a une forme d'harmonie, dit-il, sans décrire de complexémie, mais une harmonie entre ces deux processus qui créent un effet un peu féerique.
Bon, voilà. Alors, on peut en rester là, on peut peut-être avancer, enfin, aller un peu plus loin encore en introduisant. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes, 10 minutes. Bon, je continue, vous m'interromprez quand... Oui, on vous écoute. Je ne sais pas si vous m'entendez, là je suis un Oui, peu oui, perdu. il y a eu un petit... On vous écoute, 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Ok. J'ai pensé vous avoir vraiment perdu. Je me suis senti très seul à l'instant. Euh, donc oui, on peut, au-delà de la question de l'impression référentielle, se demander s'il ne serait pas intéressant d'activer, d'actualiser d'autres topics, et en particulier pour ce poème, des topoi associés au bouddhisme zen. Alors, on sait que il y a tout un courant de lecture de critique Bachot qui a pris cette voie de l'identification du haïku et du koan. Barthes a contribué dans l'Empire des signes également à ça. Aux États-Unis, dans la continuité de Suzuki, il était très fréquent de dire que le haïku était la version littéraire du zen, ce qui est quelque chose qui ne fait pas du tout l'unanimité dans la communauté des lecteurs de Bachot, même si au Japon aussi, et ce dès le XVIIIe siècle, par exemple le poème de la grenouille dans la vieille mare, peut-être le haïku le plus connu de Bachot, dès le XVIIIe siècle, est intégré à un dialogue zen au Japon. Donc il y a une tradition, mais qui n'est pas la tradition majoritaire, et d'ailleurs qui est très critiquée, notamment par des gens comme René Siffer, qui dit que, en fait, du haïku un art zen est tout simplement de la fumisterie, et que rien dans les journaux de Bachot, dans les traités de poétique, n'encourage à suivre cette piste. Et effectivement, c'est une thématique qui est assez absente des journaux, par exemple, ou bien des traités de poétique. D'un autre côté, on sait que Bachot, c'est sa biographie, a pratiqué le zen avec un maître, Bucho, pendant quelques années. Il a eu un projet d'ordination auquel il a renoncé. On sait également qu'il faisait référence à des poètes, notamment frottés des poètes chinois de l'époque des Tang, qui eux, étaient explicitement pratiquaient le zen, enfin le chan, notamment Tufu et Lipo, et qu'il était dans le contexte culturel de l'époque d'Edo, dans lequel le bouddhisme était omniprésent. Donc la question, c'est que certes, il y a un cadre culturel qui est pertinent, mais est-ce que c'est pertinent pour la poésie de Bachot? Est-ce que c'est caractéristique? Et est-ce que pour ce texte, ça l'est en particulier? Alors, quelques éléments d'enquête. J'ai pu identifier trois candidats topoi. Le premier, c'est qu'évidemment, l'éclair, on pense au Satori, on pense à l'illumination soudaine, et ça a été un comparant privilégié du Satori. Comme c'est de Suzuki qui le signale. J'ai pratiqué donc la technique des passages parallèles sur l'intégralité des haïkus des Bachot pour voir si Inatsuma, l'éclair, apparaissait dans des contextes plus explicites. Et effectivement, il n'apparaît que 4 fois chez Bachot, et notamment dans un haïku où la thématique zen est explicite. Vous avez une petite présentation souvent on a un petit texte qui précède le haïku.
Puis, au vu de l'éclair, celui qui n'est pas illuminé, Satoranu, donc construit comme Satori, ça veut dire comprendre, est plutôt vénérable. D'autant plus intéressant qu'ici, on a une dimension un peu dialogique, puisque ce que souligne Basho, c'est le caractère stéréotypique de l'éclair comme comparant pour le Satori. C'est qu'en fait, il est tellement commun de penser au Satori quand on voit un éclair que celui qui n'y pense pas, qui n'active pas ce stéréotype, c'est lui qui est sage. Deuxième topo, j'accélère un petit peu, c'est son et lumière, c'est le fait que donc, très souvent, on dispose beaucoup de biographies de maîtres zen dans lesquelles les éveils sont provoqués à l'occasion de l'audition d'un son, et pas du tout à la vision. L'audition est un stimulus qui suscite le satori, alors que l'éclair paraît en être le comparant privilégié pour le conceptualiser, comme s'il y avait entre l'audition et le son un rapport du sensible à l'intelligible. Un son, on pourrait se demander si une modalité perceptive particulière privilégie l'illumination. On a pu me glisser, un collègue me disait, oui, mais l'omnidirectionnalité de l'audition privilégie un rapport participatif et fusionnel au monde, alors que la vision privilégie un rapport frontal et donc dualiste. Or, l'illumination, c'est justement remettre en question cette dualité. Et troisième topos, la synesthésie, en fait, bon, je vais passer vite là-dessus, peut-être qu'on pourra en discuter, mais on trouve dans la tradition, notamment du Chan, donc en Chine, et reprise par Dogen au XIIIe siècle au Japon, toutes des passages dans le commentaire du Sutra du Lotus, notamment, le croisement, de l'interpolation des perceptions comme condition d'une compréhension. Or, dans notre texte de l'éclair et du son, on pourrait voir une occurrence de cette interpolation, notamment dans la relation métaphorique, mettant au premier plan la figuralité commune. Par ailleurs, on sait que Basho avait lu Dogen, puisqu'il en parle dans un de ses journaux de voyage. Et alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est... Donc, du coup, évidemment, chacun de ces trois topos, on a dit, se renforce respectivement et donc donne un peu de crédit à cette... En tout cas, je pense que c'est à prendre en compte pour ce texte-là. Est-ce que ça a une incidence sur les impressions référentielles construites, sur les deux lectures qu'on a pu faire? Eh bien, on peut, si on accepte la pertinence de l'activation de ces topoi bouddhistes, on peut dire que c'est en fait une confirmation de la lecture consécutive, puisque en fait, dans une conception un peu moniste du monde, on n'a pas de dédoublement entre les deux mondes, on a simplement enchaînement, coïncidence de deux événements, et le poème ne fait que remarquer cette figuralité commune et cette coïncidence. Mais on peut aussi avoir peut-être une autre lecture. Quand j'ai parlé de la connexion métaphorique, j'ai omis de dire quel était le comparant et quel était le comparé. En fait, c'est une relation qui est asymétrique. Et on pourrait se dire, si on donne donc du crédit à ces topoi, que le cri serait alors le comparé, et donc on serait dans une situation dans laquelle l'audition d'un son, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'audition du cri d'un héron, et que c'est l'occasion d'une illumination, et donc on pense à l'éclair. Et du coup, la tactique textuelle inverse la phénoménologie perceptive, puisqu'on partirait de l'éclair pour aller ensuite au héron, alors que l'occasion du poème aurait été l'inverse. On peut remarquer que c'est des lectures qui ont été proposées pour d'autres haïkus. Par exemple, Kai lit de cette façon-là le poème le plus célèbre de Basho, La vieille mare, une grenouille saute dedans, le bruit d'eau. Et il dit, en fait, j'ai entendu le bruit d'une grenouille qui plonge dans l'eau, ceci a fait naître en moi l'image d'une vieille mare. Et donc, il y a un rapport, en fait, les deux éléments mis en relation de part et d'autre du Kireji, du mot césure, ne sont pas co-présents on va dire, dans le même monde,
dans la même impression référentielle, mais il y en a un qui est présent et l'autre qui est suscité par cette impression, et le suscité apparaît en premier dans le poème. Donc, disons que l'actualisation de la topique bouddhiste permettrait de préciser la lecture de type métaphorique, sachant que donc consécution ou connexion, comparaison, les deux restent c'est le principe même du haïku, qui est un poème syntaxiquement sous-déterminé et donc qui offre des possibilités multiples d'interprétation, dont j'ai essayé de dégager certaines. Voilà. Je pense que j'ai épuisé mon temps.